Les psychiatres affirment avoir accompli de grands progrès dans le domaine de la santé mentale au cours du dernier siècle et demi. Pour appuyer leur dire, ils déclarent que des avancées importantes ont été faites dans le secteur des psychotropes. Mais ce défilé de substances chimiques destinées au cerveau représente-t-il vraiment les percées scientifiques auxquelles on aimerait nous faire croire? La psychiatrie institutionnelle moderne a dépendu des psychotropes depuis son origine, dans les asiles de fous du XIXe siècle. Durant cette période, les psychiatres ne jouaient guère plus que le rôle de soigneurs, promettant de guérir le malade mental grave. Considérant leur incapacité, la médecine traditionnelle ne les regardait pas comme de vrais docteurs. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. Afin de maîtriser le comportement violent des internés, les psychiatres ont utilisé les premières substances psychotropes, telles que la morphine et l'opium. Malgré leurs prétentions, non seulement ces drogues n'ont apporté aucune guérison, mais elles ont créé un état de dépendance élevé. Cela engendra toute une génération de toxicomanes, une solution bien pire que le problème d'origine. Mais les tentatives visant à maîtriser un comportement insupportable se poursuivirent, et à l'aube du XXe siècle, apparaissaient des traitements fantaisistes comme l'héroïne, utilisés dans toute l'Amérique et l'Europe pour guérir la maladie mentale. Le psychologue Sigmund Freud joua un rôle prépondérant dans la création de l'industrie de la cocaïne dans le monde occidental. Il écrivit des articles élogieux sur les effets de cette drogue permettant de remédier à la détresse psychologique et aux problèmes de comportement. Freud, as a psychoanalyst, he, for a while, was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Plus tard, Freud écrivit: The psychic effect of cocainum muriaticum consists of exhilaration and lasting euphoria, produced no compulsive desire to use the stimulant further. Freud n'a cependant pas révélé l'important conflit d'intérêts dans lequel étaient impliqués deux géants de l'industrie pharmaceutique, Merck et Parke Davis. Freud était payé par ces derniers pour promouvoir leur préparation de cocaïne respective. Cette campagne de marketing très précoce, soutenue par Sigmund Freud et qui vantait les substances psychotropes, contribua aux importants ravages causés par la consommation de cocaïne en Europe vers la fin du siècle. Il était évident qu'une autre pilule du bonheur devait être découverte. Il ne fallut pas attendre très longtemps. Dans les années 50, les psychiatres s'orientèrent vers les amphétamines. Là aussi, le battage publicitaire se dissipa, avec l'apparition de preuves selon lesquelles les drogues étaient inefficaces, hautement toxiques et créaient un état de dépendance. Chaque engouement suivait la même séquence. Le médicament était d'abord qualifié de percée médicale pour les problèmes de santé mentale. Ensuite, des rapports de plus en plus nombreux indiquaient la présence de graves effets secondaires. Et finalement, après des années de démentis, une fois que les psychiatres et les compagnies pharmaceutiques ne pouvaient plus nier les dangers inhérents aux psychotropes, ils l'abandonnaient pour passer au prochain médicament miracle. Bien qu'aucune de leurs thérapies n'ait jamais guéri quoi que ce soit avec des médicaments, les psychiatres ont continué leur quête de la panacée magique. Et en 1954, leur rêve se concrétisa, selon eux, avec l'introduction sur le marché de leur premier médicament miracle, comme ils l'appelèrent, la chlorpromazine, mieux connue sous le nom de thorazine. On avait découvert que la thorazine, qui avait été à l'origine conçue et testée comme teinture synthétique, puis comme agent antiparasitaire chez les cochons, interrompait le contrôle moteur humain. L'un des premiers articles à promouvoir son utilisation psychiatrique mentionnait « L'objectif consiste à créer un état de retard moteur, d'indifférence émotionnelle et de somnolence. » Thorazine was considered the chemical lobotomy. Instead of cutting off the frontal lobes of the brain with an ice pick, you didn't have to do that kind of surgery. You could do it with a drug. La thorazine, dont le but était d'immobiliser les patients qui présentaient un comportement non désirable, fut une telle réussite financière que le laboratoire SmithKline & French organisa une importante campagne promotionnelle et paya notamment des psychiatres de renom pour tenir des conférences, organiser des campagnes médiatiques
et même produire des émissions télévisées, qui seraient un prélude à la campagne de marketing massive que l'on connaît actuellement sur les psychotropes. Thorazine at that time was thought of as a miracle because it was able to reduce the symptoms of psychosis and schizophrenia at that time that they knew about it. It emptied all of the psychiatric housing units. La campagne remporta un succès retentissant. Le chiffre d'affaires de SmithKline & French augmenta de 500% dans les 20 ans qui suivirent. La Thorazine représentait un tiers des revenus de la firme en 1970. Quelques 250 millions de personnes dans le monde finirent par prendre de la Thorazine ou une substance du même ordre, ce qui représente 23% de plus que la population des États-Unis dans son intégralité. Les vannes avaient été ouvertes. SKF et les psychiatres qui travaillaient pour son compte avaient prouvé qu'avec du marketing, une drogue psychiatrique pouvait s'avérer extrêmement lucrative. Mais bientôt, on découvrit que la Thorazine présentait elle aussi des problèmes. Thorazine chronically led to really serious problems such as tardive dyskinesia, which is a movement disorder that's very, very bothersome, and supposedly it's irreversible. The tongue darting, you know, the muscle jerking, you know, the eyes rolling back in the head. Most people were sometimes permanently damaged by it. So they were going to have to live their life with this neurological problem that was actually created by the pharmaceutical industry with their medication. Comme la Thorazine entravait le bon fonctionnement du mental, son utilisation fut limitée aux institutions psychiatriques. Mais vu l'enjeu financier, la course avait commencé. Il fallait découvrir un psychotrope dont l'utilisation ne serait pas réservée aux hôpitaux et qui pourrait être lancé sur un marché plus large et bien plus lucratif, le grand public. Since they were emptying the institutions of all these psychotic patients with the advent of Thorazine, now they had to find different ways to treat people. So what better way than to go into the community and have an office and bring in your everyday person or your executive under high stress or mama who's taking care of all the kids, and they needed some way to create a therapy for them. En 1955, ce psychotrope a été approuvé. Baptisé Milltown, il était le premier des soi-disant tranquillisants mineurs. Mais pour vendre cette nouvelle catégorie de psychotropes au grand public, les psychiatres et les laboratoires devaient repositionner les psychotropes en disant qu'ils s'attaquaient au processus pathologique, au lieu de n'être que des agents sédatifs ou restrictifs, agissant sur le comportement indésirable du patient, comme l'avait fait la Thorazine. Pour accomplir cela, ils lancèrent une vaste campagne de marketing qui ciblait leurs collègues. Des affiches publicitaires étaient insérées dans des revues professionnelles, telles que le Journal de psychiatrie américain. Des psychiatres de renom étaient alors embauchés pour promouvoir ces psychotropes dans le reste du milieu médical. Peu de personnes savaient que Nathan Kline, l'un des plus influents psychiatres de son époque, avait été payé par l'industrie pharmaceutique quand il proclama que des tranquillisants tels que Milltown étaient aussi importants que l'introduction de l'énergie atomique, sinon plus. Des échantillons gratuits du psychotrope furent alors envoyés aux psychiatres et aux médecins pour qu'ils les prescrivent à leurs patients. Un an plus tard, le programme de marketing pour le grand public fut lancé. En très peu de temps, Milltown devint le premier best-seller des psychotropes. La distribution n'était pas réservée aux internés des hôpitaux psychiatriques, mais ciblait le public en général. La publicité de Milltown ciblait les femmes enceintes, les mères au foyer et les employés de bureau. Ces derniers l'appelèrent l'excédrine des cadres.